Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la loi Monuments historiques, un dispositif de défiscalisation qui est unique en France puisqu'il encourage la préservation du patrimoine architectural. Nous allons explorer en détail tous les aspects de cette loi, les avantages fiscaux à la détention d'un bien classé, les bénéfices offerts par le dispositif, ainsi que la fiscalité avantageuse en cas de succession, sans oublier les stratégies d'optimisation patrimoniale possibles. On abordera également les modalités d'acquisition d'un monument historique, donc achat en direct versus bien promoteur, les obligations et contraintes liées à ce bien, ainsi que les implications selon le fait que le bien est occupé, loué ou ouvert au public. On verra tout ça aussi à travers d'exemples donc concrets et chiffrés qui viendront un peu illustrer mes propos. Installez-vous confortablement, on est parti pour une vidéo complète sur le monument historique. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais en quelques secondes vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être extrêmement avantageux pour vous de vous offrir dès aujourd'hui nos services chez Agnières Patrimoine. En effet, si vous souhaitez investir ou placer votre argent, réduire votre impôt, profiter de conseils fiscaux personnalisés de pointe ou même encore investir dans l'immobilier à haut rendement, on est fait pour vous. Agnières Patrimoine, c'est un cabinet de conseils fiscaux et de gestion de patrimoine et de fortune composé d'experts. On a sélectionné pour vous les meilleurs produits, services et fournisseurs pour chacun de vos besoins. C'est vraiment notre ADN et notre métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle d'investissement boursier. Et bien, sachez que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite, votre assurance vie française ou même encore une assurance vie luxembourgeoise, c'est possible très simplement chez nous. Sur vos supports boursiers, nous vous apporterons des conseils d'experts en faisant des portefeuilles avec des allocations personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre profil d'investisseur. On peut également vous gérer vos portefeuilles avec des gestions à horizon qui sont ultra performantes ou encore des portefeuilles par thématique, par exemple technologie, transition écologique, intelligence artificielle, etc. ou par secteur géographique, monde, USA, pays émergents. Et le plus fou dans tout ça, c'est que nous sommes parmi les moins chers du marché avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie et plusieurs arbitrages gratuits chaque année sur vos allocations. Et vous profitez d'un conseiller en gestion de patrimoine dédié, et ce, indépendamment de vos revenus ou de votre patrimoine actuel. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors si vous aussi vous souhaitez être vraiment bien conseillé, n'hésitez plus, vous cliquez sur le lien dans la description pour accéder à notre site www.agnières-patrimoine.fr et vous allez sélectionner conseil fiscal à 360 degrés et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Ça permet de faire connaissance avec vous, de découvrir vos besoins et ensuite d'échanger sur si on peut y répondre ou non et comment. C'est totalement sans engagement et on a beaucoup de disponibilité puisque le but c'est qu'on soit disponible pour nos clients. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite sur notre site. Qu'est-ce que la loi Monument historique? La loi Monument historique, c'est un dispositif fiscal qui est destiné à encourager donc l'investissement privé dans la restauration et la conservation de biens immobiliers présentant un intérêt patrimonial. Concrètement, il s'agit de bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, abréviation MH, en France, et donc sont éligibles 1. Les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ISMH. 2. Les immeubles ayant obtenu le label Fondation du patrimoine, donc pour des bâtiments non protégés au titre des monuments historiques, mais présentant un intérêt patrimonial local, sous certaines conditions d'accord par l'UDAP, donc ça c'est l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Et en 3, donc certains immeubles reconnus comme faisant partie du patrimoine national avec un agrément ministériel. L'objectif de cette loi est double. Ça avantage le propriétaire, mais aussi l'État. Pour l'État, c'est simple, l'objectif c'est donc de sauvegarder le patrimoine architectural en incitant les propriétaires à réaliser des travaux de restauration, et pour le propriétaire, du coup en contrepartie, c'est d'avoir des avantages fiscaux significatifs. Instauré donc par l'article 156 bis du Code général des impôts, ce régime existe depuis la loi de 1913 sur les monuments historiques, amendée au fur et à mesure des années bien évidemment. En résumé, si vous achetez un bien classé ou inscrit MH et que vous entreprenez des travaux de restauration, la loi vous permettra de bénéficier d'une déduction fiscale très avantageuse. On verra bien sûr dans le détail après comment. C'est un dispositif qui est particulièrement prisé des contribuables fortement imposés parce qu'il permet de déduire de son revenu imposable global 100% des dépenses de travaux de restauration engagés sur un monument historique. Autrement dit, l'État accepte de renoncer à une partie de l'impôt dû afin de vous aider à financer la préservation d'un morceau du patrimoine culturel français. Conditions d'éligibilité et obligations associées. Alors, investir sous le régime monument historique offre évidemment de généreux avantages, mais il s'accompagne de conditions strictes et de responsabilités sur le long terme. Voici les principales obligations et contraintes à connaître avant de se lancer. Tout d'abord, on l'a dit mais ça paraît évident, le bien doit donc être classé ou inscrit officiellement. Si vous envisagez d'acheter un immeuble ancien qui n'est pas encore protégé, sachez que faire classer le bien est une procédure lourde et incertaine. En pratique, la plupart des gens qui font ça investissent généralement dans un bien qui est déjà classé ou inscrit pour bénéficier du dispositif directement. En 2, nous avons l'engagement de conservation de 15 ans. Le propriétaire doit s'engager à conserver le bien pendant au moins 15 ans à compter de l'acquisition. Cet engagement de longue durée traduit la volonté du législateur d'éviter la spéculation à court terme et de garantir une préservation durable du monument. Si le propriétaire revend le bien avant la fin des 15 ans, il s'expose à une remise en cause des avantages fiscaux obtenus, donc les fameuses réductions d'impôts / déficit imputé, on verra encore une fois après, qui pourraient être annulés et repris donc par les impôts.
Il est donc crucial d'aborder cet investissement dans une optique patrimoniale à long terme. En 3, il n'y a pas d'obligation de location. Alors, contrairement à d'autres dispositifs de défiscalisation immobilière, du type Pinel, même si c'est terminé, Malraux, etc., la loi monument historique n'impose aucune obligation de louer le bien. Vous êtes libre d'en faire votre résidence principale, secondaire, de le laisser vacant le temps des travaux ou de le louer. C'est vous qui décidez de l'usage. Cette flexibilité, c'est un atout majeur du régime, notamment pour ceux qui souhaitent profiter personnellement du bien, par exemple pour y habiter. Nous verrons toutefois que l'utilisation que vous faites du bien peut influencer l'ampleur de la déduction fiscale. Donc ça, on y reviendra après. En 4, ouverture au public, facultative. Donc la loi, en fait, elle encourage l'ouverture au public des monuments restaurés, mais ne la rend pas forcément obligatoire. Si vous choisissez d'ouvrir le monument aux visites, vous devrez respecter des conditions précises, par exemple ouvrir au moins 50 jours par an, dont 25 jours fériés entre avril et septembre, ou 40 jours entre juillet et septembre. Quand on dit férié, ça inclut aussi les week-ends. Ces modalités peuvent être assouplies en cas de visite pédagogique organisée. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer spécialement dans le détail là, mais il y a quand même des conditions qui font que vous devez respecter si vous décidez d'ouvrir au public. En échange, comme on le verra, ouvrir le bien à la visite du public permet donc de déduire 100% des dépenses de travaux contre seulement 50% si le bien reste strictement privé. Donc si par exemple vous achetez un château qui est classé, vous avez peut-être intérêt à faire votre résidence principale dans une partie du château et puis faire visiter la cour, faire visiter certaines salles, etc. Quitte à embaucher un guide ou plusieurs guides pour la période donc du coup estivale. Ça peut être intéressant, en tout cas c'est un calcul qui est à faire. L'ouverture au public n'est donc pas obligatoire, mais elle conditionne, on l'a vu, partiellement l'avantage. Par ailleurs, pour prétendre à l'exonération totale des droits de succession / donation, nous y reviendrons, une ouverture minimale de 60 à 80 jours par an est requise une fois le bien transmis. Respect des normes de restauration. Les travaux entrepris doivent viser une restauration complète et dans les règles de l'art du monument. Ils doivent être suivis et validés par un architecte des bâtiments de France, donc les fameux ABF, qui sont garants de la bonne conservation du caractère historique. Avant de commencer, il faudra souvent obtenir un permis de construire spécifique ou une autorisation de travaux en accord avec les monuments historiques. Attendez-vous à des procédures administratives pointilleuses et à des coûts potentiellement plus élevés qu'une rénovation classique, parce qu'il faut employer des techniques et matériaux conformes à l'origine du bâtiment. C'est une contrainte à intégrer dès le départ dans votre projet, ainsi qu'un délai de chantier souvent plus long, parce que parfois on a des techniques de rénovation qui ne sont connues que par une ou deux, j'exagère peut-être, mais voilà, entreprises en France, et donc c'est souvent des entreprises qui ont des agendas bien remplis, qui facturent cher aussi, donc voilà, il y a pas mal de... ce genre de facteurs sont à prendre en compte. 6. Interdiction de modifier la destination ou de morceler sans autorisation. Le monument ne doit pas être détruit ni transformé de manière incompatible avec son caractère patrimonial, sauf autorisation expresse du ministère de la Culture. De même, en principe, un immeuble classé ne doit pas être divisé en copropriétés, en appartements distincts, sans autorisation préalable du ministère de la Culture et du Budget. Donc il faut savoir que ça se fait, on trouve souvent des projets donc, de monuments historiques faits par des promoteurs où on va acheter non pas un château entier ou un bâtiment classé entier, mais un appartement. Donc c'est possible, mais c'est juste que le promoteur en amont aura fait les demandes nécessaires auprès du ministère de la Culture. 7. Conditions relatives à la location. Si vous décidez de louer le bien, le régime fiscal autorise la location nue ou meublée selon les cas. La loi monument historique n'interdit pas de louer à un membre de votre famille, à condition qu'il ne fasse pas partie de votre foyer fiscal. Néanmoins, il est généralement déconseillé de louer à un ascendant ou descendant proche, parce que le fisc pourrait y voir un risque d'abus, donc un loyer de faveur, etc. D'ailleurs, certains documents de référence indiquent que les lieux ne peuvent pas être loués à un ascendant, descendant ou même une personne du foyer fiscal, dans le cadre du dispositif. Donc pour le coup, comme c'est pas une loi qui est très répandue, il vaut mieux être prudent et donc louer un tiers dans des conditions normales de marché. Par ailleurs, il faut s'engager à ne pas louer à usage commercial, donc type bureau au commerce, le bien devant rester à usage d'habitation au moins 75% du temps pour conserver l'avantage fiscal. Donc en gros, pas d'obligation de louer, mais si vous le faites, faites-le dans les règles. On va donc maintenant passer à un chapitre qui devrait vous intéresser, la fiscalité à la détention d'un bien monument historique. On va donc maintenant s'intéresser aux conséquences fiscales, c'est-à-dire l'impact sur votre impôt sur le revenu et sur vos impôts patrimoniaux, donc impôts fonciers, impôts sur la fortune immobilière. Mais aussi on parlera évidemment de la transmission. En 1, nous avons donc la déduction des travaux et charges, un déficit foncier sans limite. Le principal avantage du monument historique y réside dans la déduction fiscale de l'ensemble des charges foncières qui sont liées au bien. Cela inclut les dépenses de travaux, de restauration, d'entretien, les cotisations d'assurance, intérêts d'emprunt, taxes foncières, frais de gestion, etc. Donc comme finalement sur une location nue classique. Toutes ces charges normalement supportées par un propriétaire deviennent ici déductibles de vos revenus imposables à l'impôt sur le revenu sous certaines conditions. En d'autres termes, le fisc vous permet de soustraire ces montants
montant de votre revenu et non pas de vos impôts, hein, on est bien d'accord, on déduit son revenu imposable, comme du déficit foncier classique qui lui en location nue est plafonné à 10 700 €, ou le double, mais c'est une loi qui est assez récente, et cela réduit donc d'autant votre base imposable et donc votre impôt. La différence, c'est que le déficit foncier en location nue, c'est uniquement quand vous faites des travaux dans un bien qui est destiné à la location. Là, on l'a vu, ça pourrait être pour habiter dedans. Et en plus, là, il n'y a pas le plafond des 10 700, c'est une déduction illimitée. Les travaux de restauration, donc les dépenses de réparation et de restauration du monument sont imputables sur votre revenu global sans plafond de montant. C'est donc ce qu'on appelle la création d'un déficit foncier imputable sur le revenu global sans limite. Par exemple, si vous avez 50 000 € de revenus imposables annuels et que vous réalisez 60 000 € de travaux éligibles sur un monument historique, votre revenu imposable peut potentiellement être ramené du coup à 0 et le solde du déficit reporté sur les années suivantes, donc les fameux 10 000 que vous auriez en excédent. Attention, les déficits du revenu global ont une durée de vie limitée de 6 ans. Vous l'aurez donc compris avec ce que je viens de dire, mais je le répète quand même au cas où, il n'y a pas le plafonnement des niches fiscales. Aucune limite de montant, ce qui est donc un avantage exceptionnel pour les contribuables à très haut revenu qui entreprennent d'importants travaux. Ensuite, vous avez les intérêts d'emprunt. Donc si vous avez contracté un prêt pour acquérir le bien ou financer les travaux, les intérêts d'emprunt sont également déductibles de votre revenu global. Habituellement, les intérêts d'emprunt pour un bien locatif ne sont imputables que sur les revenus fonciers. Ici, la loi vous permet de les déduire de l'ensemble de vos revenus, augmentant le déficit foncier global. Ça peut représenter des sommes conséquentes si l'investissement est financé à crédit. Et ensuite, tout ce qui va être donc ce que j'appelle les charges d'exploitation, c'est les charges d'entretien, assurance, taxes, etc. Toutes les charges courantes, donc du coup, sont également déductibles, ce qui vient agrandir le déficit foncier si le bien ne génère pas suffisamment de recettes pour les absorber. Maintenant qu'on a vu donc la déduction des charges, on va se concentrer sur l'ouverture au public versus usage privé. Impact sur la déduction. Donc l'important, on l'a vu rapidement en début de vidéo, c'est que le taux de déduction des travaux dépend du statut d'ouverture du bien au public. Il y a donc deux cas de figure. Soit le bâtiment est ouvert, vous pourrez alors déduire 100% des dépenses de travaux de restauration et d'entretien de votre revenu imposable, puisque l'État considère que vous rendez un service culturel en ouvrant votre propriété aux visiteurs, il vous accorde donc la déduction pleine. En deux, c'est le monument qui n'est pas ouvert au public, donc si le site n'est pas public, enfin s'il n'y a pas d'accès quoi, tout simplement, c'est-à-dire que vous avez un usage 100% privé ou seulement que c'est loué à un particulier, alors la loi ne vous autorise à déduire que 50% des dépenses de travaux de votre revenu global. L'autre moitié reste néanmoins imputable sur d'éventuels revenus fonciers du bien ou à défaut conservés en déficit foncier reportable. Autrement dit, en usage purement privé, on ne perd pas totalement l'avantage, mais il est réduit de moitié sur la partie globale. Au cas où vous n'auriez pas compris, je reformule, dans ce cas de figure, ça veut dire qu'on a la moitié des dépenses qui sont éligibles au déficit foncier illimité, c'est-à-dire que si par exemple vous avez 100 000 € de revenus fiscal et que vous avez fait 400 000 € de travaux, alors il y aura 200 000 qui pourront venir en déduction sans limite de vos revenus, c'est-à-dire qu'ils vont vous gommer vos revenus du travail pendant 2 ans, et les 200 000 restants, ils ne sont pas perdus, simplement ils sont traités comme de la location nue classique, c'est-à-dire qu'en fait ça va permettre de gommer les autres revenus fonciers et donc se mettre en report pour une durée maximum de 10 ans. Lorsque j'ai fait mes recherches pour la vidéo, j'ai cependant noté que vraisemblablement, même si ça doit concerner que quelques cas de figure en France, il est parfois possible, même sans ouverture au public, d'avoir un agrément ministériel qui permet de déduire 100% donc de ces dépenses, mais je pense que ça c'est des cas de figure sur des monuments que personne ne veut acheter tellement ils sont chers ou compliqués à rénover, et donc que c'est un peu une négociation finalement entreprise avec l'État. Mais j'ai pas trouvé de cas de figure précis, donc c'est juste à noter, voilà, gardez dans un coin de votre tête. Pour les autres charges, donc dans le cas de figure numéro 2, c'est-à-dire si le bâtiment n'est pas ouvert, intérêt d'emprunt, assurance, etc., elles restent 100% déductibles du revenu global, que le bien soit ouvert ou non. C'est bien que les travaux qui sont déductibles à 50%. Vous l'aurez donc compris, la stratégie en général des gens qui achètent un monument historique, au-delà du plaisir personnel d'habiter dans un beau bâtiment, ça va être justement de faire beaucoup de travaux de rénovation pour avoir une déduction illimitée des travaux et donc réduire drastiquement leur impôt sur plusieurs années. Si par exemple vous gagnez 300 000 € par an, admettons, et que vous achetez un bien qui nécessite 2 millions de travaux, si vous l'ouvrez au public et que c'est anticipé, ça veut dire que vous allez avoir 2 millions de déduction de votre revenu global, ce qui va correspondre en général, alors avec tout pris en compte, etc., les intérêts, les assurances et tout ça, à plusieurs presque 10 ans en fait, dans ce cas de figure, si on prend tout, où vous n'aurez pas d'impôt. C'est-à-dire que vous allez passer dans une tranche marginale à 0%, puisque votre revenu va être totalement gommé. Donc ça veut dire que souvent, les gens qui gagnent autant, alors soit des salariés, mais c'est quand même rare, sinon souvent c'est plutôt des personnes qui vont être chefs d'entreprise, et donc ces personnes, elles vont pouvoir, sur cette période, augmenter peut-être leur rémunération en fonction de la vie de leur boîte, pour tout simplement pouvoir se payer plus pendant qu'ils n'ont pas d'impôt ou qu'ils ont réduit leur tranche d'imposition, ou alors en profiter pour par exemple céder des parts qui posséderaient donc en pleine propriété ou ce genre de choses. En fait, il y a pas mal de stratégies fiscales de pointe qui peuvent être mises en place avec un monument historique, dans le sens où ça réduit
complètement votre revenu et donc votre tranche marginale d'imposition. Donc voilà, il y a des vraies stratégies fiscales qui peuvent être mises en place et c'est ça qui fait principalement l'intérêt d'ailleurs du monument historique. Parce que dans la pratique, c'est quand même quelque chose qui est totalement à perte. C'est très rare que les visites compensent, on va dire, ce que vous coûte le bien, sachant qu'un bien comme ça, selon ce que c'est, évidemment, si vous achetez juste un petit appartement, ça va. Mais si vous prenez par exemple un bâtiment entier, souvent il y a des travaux de rénovation constants. Enfin, je veux dire, c'est des surfaces habitables qui sont souvent gigantesques. Moi, j'en ai connu un en Bourgogne, de propriétaires justement qui avait acheté un ancien château et qui vivait dedans et l'ouvrait au public. Quand on voit la taille du bâtiment, l'entretien des jardins, etc., c'est souvent un dispositif qui est un peu à perte. Donc en fait, c'est vraiment un mix entre plaisir personnel d'en vivre dans un beau lieu, mais en même temps profiter pour payer un petit peu moins d'impôts, mais en même temps vous avez beaucoup de frais d'entretien et beaucoup de frais de rénovation dessus. Donc en fait voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver et à envisager. Dans les points sur la fiscalité à noter, c'est comme je l'ai dit, on peut être soit en location nue, soit en location meublée. Si vous êtes en location meublée, attention, du coup vous êtes imposé selon le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ce qui complique l'imputation du déficit foncier du coup que vous pouvez avoir. Donc souvent c'est de la location nulle, monument historique, c'est très rare, enfin j'ai même jamais vu d'ailleurs de monument historique en meublé. Et dans les autres points à savoir, principalement, donc je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais si vous ouvrez le monument au public, dans ce cas-là vous pouvez avoir des recettes de visite, puisque vous allez peut-être faire payer vos visites, bien que vous puissiez aussi ouvrir gratuitement. Donc le fait de faire ça, je rappelle, ça permet d'ouvrir donc du coup à 100% d'imputation sur le revenu global les dépenses générales du bâtiment, donc enfin sur tous les travaux, puisque sinon dans l'autre cas de figure, si vous ouvrez pas, c'est que 50% des dépenses de travaux, le reste des autres dépenses c'est déductible à 100%. Et la précision donc à faire, c'est qu'il y a une option qui peut être intéressante. Au lieu de détailler chaque vente et chaque dépense liée aux visites, donc en gros faire un bilan recettes et charges, vous pouvez opter pour un abattement forfaitaire sur les recettes de visite de 1525 € par an ou 2290 si un parc ou un jardin est également ouvert. Après, si vous déclarez au réel, du coup vous allez déclarer éventuellement le salaire de la guide, les charges liées par exemple aux visites, donc je sais pas si vous faites installer des lumières parce qu'à un moment vous passez dans un couloir qui est sombre, enfin voilà, vous voyez, il y a des trucs comme ça qui sont à prendre en compte. Concernant l'impôt sur la fortune immobilière, aujourd'hui, malheureusement, aucune exonération n'est possible sur les monuments historiques. Il y a eu pas mal d'amendements qui ont été proposés à différents moments, 2017, 2021, je crois, de mémoire, etc. Mais à chaque fois, ça a été rejeté, et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'exonération de l'IFI sur les bâtiments monuments historiques. Autre avantage qui peut être intéressant au niveau de la fiscalité, c'est que vous pouvez investir en monuments historiques au travers donc de sociétés transparentes, c'est-à-dire des SCI allières ou des sociétés en nom collectif allières, des SNC. Et donc dans ce cas-là, chaque associé bénéficie des déductions fiscales à hauteur de sa quote-part. C'est intéressant pour se regrouper entre investisseurs ou en famille pour un projet commun, tout en profitant de la fiscalité. Nous allons maintenant donc aborder un autre chapitre qui est la fiscalité à la succession et stratégie patrimoniale. Un adage bien connu en matière de patrimoine dit « nous passons, le patrimoine reste ». Si vous investissez dans un monument historique, il est essentiel de penser à long terme au-delà de votre propre détention, c'est-à-dire à la transmission à vos héritiers ou par donation. Ici encore, la loi monument historique montre tout son intérêt avec un régime ultra favorable pour la succession, destiné à éviter la dispersion ou la vente forcée de ces biens chargés d'histoire. En principe, lors de la transmission, donc succession ou donation d'un bien immobilier, des droits de mutation sont exigibles. Ces droits peuvent atteindre des taux élevés, jusqu'à 45% au-delà d'un certain montant pour une transmission parent-enfant, et plus encore pour des non-parents. Mais si le bien est un monument historique, la loi prévoit une exonération totale de ces droits de succession ou de donation, sous certaines conditions, vous êtes habitué maintenant. Ça signifie qu'un héritier peut recevoir un château classé, d'une valeur par exemple de 2, 3, 4 millions, sans payer un seul euro de droit de succession, là où normalement l'impôt aurait pu dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est donc un avantage exceptionnel qui vise à maintenir le monument dans la famille, en évitant qu'il doive être vendu pour payer les taxes. Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette exonération? Alors la loi elle impose essentiellement de pérenniser l'engagement de conservation et d'ouverture au-delà de la transmission. En gros, pas que les enfants récupèrent le bien et puis arrêtent de l'ouvrir à la visite. Pour ce faire, il y a donc la signature d'une convention à durée indéterminée avec l'État. Les héritiers ou bénéficiaires doivent signer avec les ministres de la culture et du budget une convention perpétuelle où ils s'engagent à assurer l'entretien du monument et des objets mobiliers historiques qu'il contient, ainsi que le maintien de ces meubles dans le monument et à respecter les conditions d'accès au public convenues. En clair, les nouveaux propriétaires reprennent à leur compte l'obligation de prendre soin du patrimoine et de le partager avec le public. Cette convention, elle formalise cet engagement sur le très long terme. Ouverture au public. Donc pour être exonéré de droit, le monument transmis doit être ouvert au public un minimum de 60 à 80 jours par an,
Alors le texte prévoit 80 jours de mai à septembre ou 60 jours du 15 juin au 30 septembre. C'est plus exigeant que pour la défiscalisation annuelle, hein, on est bien d'accord. Autrement dit, l'État consent à ne pas taxer la transmission si et seulement si le bien a une vocation culturelle accessible au moins sur une bonne partie de l'année. Cette ouverture peut être payante ou non, peu importe, mais elle doit être effective et respecter les créneaux indiqués. Si ces engagements sont pris et respectés, alors les droits de succession-donation sont intégralement supprimés. Cela s'entend comme dit précédemment aux meubles, donc meublant hein, du monument, c'est-à-dire mobilier, tableaux, s'il y a des tableaux de valeur, bibliothèques, objets d'art, etc., à condition qu'ils soient listés dans la convention et maintenus dans le bien. Donc il y aura un état des lieux très précis à faire. Même les parcs et jardins classés entourant le monument peuvent être exonérés s'ils sont eux-mêmes ouverts au public dans le cadre de la visite. On voit toujours bien la logique globale, protéger non seulement le bâtiment, mais aussi son intégrité patrimoniale. Quelques précisions et mises en garde. L'exonération est acquise en franchise conditionnelle. Si par la suite l'une des conditions de la convention n'est pas respectée, le fisc pourra réclamer les droits de succession qui avaient été exonérés, calculés sur la valeur actuelle du bien. Par exemple, si, je sais pas moi, 5 ans après avoir hérité, vous décidez de vendre le monument ou même de vendre certains meubles protégés, ou si vous arrêtez d'ouvrir au public, comme c'était promis, alors les avantages fiscaux tombent et les droits de mutation redeviennent exigibles, avec effet rétroactif. Il faut donc aborder cette exonération comme un engagement à très long terme. C'est donc pas, voilà, on va dire un moyen de donner un bien immobilier qui a une valeur de 2 ou à 5 millions ou plus à vos enfants et de dire, bon ok, le jour où je meurs, ils revendent, et ben c'est bon, je leur ai donné 5 millions gratuits. Ça marche pas comme ça. Le seul point à prendre en compte, mais bon, vous allez voir que ça va pas concerner beaucoup de monde, c'est que si l'héritier qui a signé la convention décède lui-même, l'exonération qu'il avait obtenue n'est pas annulée rétroactivement, même si ses propres héritiers ne souhaitent pas poursuivre la convention. D'accord ? En gros, vous avez 80 ans, vous mourrez, vous avez fait une convention, votre fils qui en a 55 hérite du bien. D'accord ? Pas de chance, lui-même il décède dans les années qui suivent, et bien ses propres enfants à lui ne seront pas obligés de poursuivre la visite sans pour autant devoir repayer les droits de donation. On arrive du coup maintenant à la fin de cette vidéo. On va faire une seconde vidéo avec quelques stratégies d'optimisation patrimoniale possibles avec le monument historique. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour pas louper la sortie, activez également la cloche pour avoir les notifications, et on fera aussi une vidéo qui analysera un petit peu les différents programmes de promoteurs pour voir si c'est intéressant et rentable ou non. Sachant que comme beaucoup de choses, hein, ce sera vraiment dans le cadre du dispositif et donc de la réduction d'impôt que vous allez tirer un avantage et pas dans l'opération immobilière en elle-même, puisque souvent vous payez un peu cher l'emplacement, vous payez un peu cher les travaux, vous payez un peu cher le promoteur et tous les acteurs, etc. Mais il y a peut-être quand même un coup à jouer et on regardera ça donc dans une troisième vidéo sur le sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour de prochains contenus.